connu pour ses initiatives internationales en faveur de la paix à travers l'organisation HWPL, Monsieur Lee Man-hee, fait aujourd'hui face à une procédure judiciaire controversée en Corée du Sud pour comprendre la position de ses partisans et la position et la portée plutôt de son message en RDC. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau deux jeunes, deux personnalités, partisans et artisans de la paix ici en RDC, à savoir le président Samuel Diéwo, suivi de son secrétaire général Imam Mienteza. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Heureux de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est nôtre. Très chers téléspectateurs, vous êtes nombreux à pouvoir nous suivre de partout où vous êtes. Moi, c'est Blooding Bouma et ça c'est votre émission que vous émettons Micro Design. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de parler d'un thème très crucial, très important, à savoir la justice, les droits humains et la paix. Nous regarde sur l'incarcération de Limani et la portée de son message en RDC. Pour commencer, je m'adresse directement au Monsieur le Président Samuel Diéro. Euh, Monsieur Lin Man-hee est souvent présenté à l'international comme un artisan de paix à travers l'organisation HWPL. Ici en RDC, parce que je rappelle, vous êtes le président de la fondation Héros, qui est associée ou partenaire à l'organisation HWPL. Et aujourd'hui, nous aimerions quand même savoir la portée du message de Monsieur Limaki en RDC à travers aussi vos fondations ou bien votre fondation. Bah, je dirais, premièrement, merci à vous de nous recevoir. C'est imprévu, c'est imprévu. Et s'agissant du président Limani, euh, déjà, de prime abord, c'est un artisan de paix. Et sa conquête demeure la recherche en fait inébranlable de la paix et ainsi que du dialogue pacifique pour pouvoir arriver à la résolution de plusieurs problèmes des nations, en fait. Alors, en ce sens, étant donné que nous sommes, la Fondation Héros est en partenariat avec l'ONG HWPL et nous soutenons en fait fermement le président Limani et surtout dans sa casquette d'artisan de paix et surtout d'éducateur en fait à la paix. Et comment résumeriez-vous en son œuvre et l'impact de son message en RDC? Bah déjà, petit à petit, je crois, c'est depuis 2019 que l'ONG HWPL est installée ici en République démocratique du Congo, précisément ici dans la ville capitale de Kinshasa. Et petit à petit, en fait, cette ONG est en train d'initier en fait tout le monde aux notions de la paix et du dialogue pacifique en fait avec ce qu'on appelle l'éducation à la paix parce que l'ONG HWPL se base beaucoup plus à l'éducation à la paix dont elle est en train d'enseigner en fait pratiquement à tout le monde jusqu'ici. Donc déjà l'éducation à la paix aide en fait à instaurer la paix et à revoir en fait même nos comportements d'autrefois ainsi que même nos agissements et ça a un impact positif, je dirais. Peut-on dire que en l'avènement de l'HPW, l'HPW, en L'HWPL, l'HWPL, merci, en son avènement en RDC a, a contribué ou bien contribué à la recherche de la paix, notamment dans les pays. bah exactement, je crois que c'est un processus en fait et mais il y a quand même quelques villes en fait dont plutôt il y a Kolwezi et Lubumbashi où
L'ONG s'installe petit à petit et je crois que elle atteindra en fait ces activités vont atteindre tous les territoires en fait tous les territoires nationaux et ces activités vont impacter tout le monde en fait. Avant de boucler ces séries de questions sur l'organisation, vous êtes quand même jeune. Et c'est pas tous les jours que nous voyons des jeunes dans de grandes organisations. Euh, que, que pouvez-vous dire à cette jeunesse qui vous suit aujourd'hui sur la place des jeunes au sein de cette organisation? Bah, ce qui est vrai, c'est que les jeunes ici comme d'autres cieux sont toujours considérés comme l'avenir de demain. Donc, je crois pas que cette réflexion pourra rencontrer une contradiction. Je ne crois pas. Alors, étant donné que nous sommes jeunes, je crois qu'il nous est nécessaire et la notion, en fait, tout ça, je parlerai même des notions de la paix, revêt un caractère spécial, en fait. Donc, nous jeunes, nous avons le devoir de corriger les erreurs du passé et aussi de prôner la paix, prôner la paix, parce que même des pays qui sont en guerre à l'instant précis, si jamais vous interviewez Vladimir Poutine, il va vous parler de la paix. Si jamais vous interviewez Zelensky, il vous parlera toujours de la paix. Si vous interviewez l'ayatollah de l'Irak, de l'Iran plutôt, allez dire de l'Iran, il vous parlera toujours de la paix. Mais pour autant, ils sont en train d'utiliser des armes à feu qui ne construisent absolument rien, mais qui ne font que détruire et détruire en masse. Et nous, les jeunes, si jamais nous inculquons des notions de paix, il nous sera possible en fait de trouver des consensus, de trouver des résolutions pacifiques au lieu de s'entremêler ou soit de s'entretuer. Merci beaucoup. Et comme vous l'avez constaté, ce sont des artisans de paix, des artisans de paix qui portent des messages de paix, qui est un sujet, un message spécial et qui rencontre d'ailleurs sa place au sein de la République démocratique du Congo, qui est un pays en guerre. Je le rappelle, vous venez de nous rejoindre à cette émission Micro des jeunes et je suis avec moi sur ce plateau accompagné de deux jeunes artisans de paix et membres dirigeants de la Fondation Héros avec qui nous parlons de la justice et des droits humains. Donc, ce sujet est bien ancré sur l'arrestation de M. Limanti. Au fur et à mesure de notre émission, vous allez comprendre la quintessence de cette édition et pourquoi il est crucial pour les artisans de la paix d'en parler aujourd'hui. Et sur cet ordre, je me tourne vers M. Enoch. Bonjour, je rappelle que vous êtes secrétaire général de la Fondation Hero, qui est membre ou partenaire, vous allez me corriger, de l'organisation internationale HWPL. J'aimerais savoir, parce que ceux qui nous suivent aimeraient peut-être connaître qui est l'humanité avant que nous entamons notre conversation, avant que nous commencions à débattre ou à parler de notre sujet. J'aimerais quand même que vous puissiez éclairer l'opinion publique sur la personne de l'humanité. Alors, merci beaucoup, cher journaliste, Mehdi, pour cette question, qui est une question cruciale à la fois, qui va poser aussi un socle par rapport à nos échanges. Alors, le président lui-même, le président de la FGTL, est tout d'abord, avant tout, un patriote sud-coréen qui a pris part à la guerre de Corée en 1950. Il a combattu pour son pays, afin d'être libéré dans cette guerre-là. Et après, il a pris sa retraite. C'est un ancien vétéran.
Et c'est à cause de ce qu'il a vécu pendant la guerre, il a examiner les défaillances et les ravages que la guerre peut produire psychologiquement, mais encore physiquement par la perte de vies humaines et psychologiquement par un mental euh, décimé par un envie pressant de tout le temps se battre et détruire, qu'en 2013, il a créé une organisation internationale et non gouvernementale dénommée HWPL dans le but de promouvoir la paix, non seulement à travers un message, mais en faisant concrètement des actions qui pourra aider à bâtir un monde de paix. C'est pourquoi l'année qui a suivi, juste en 2014, dans cette même année-là, il a travaillé avec 21 experts dans les venus du monde entier pour créer ce qu'on appelle la déclaration sur la cessation de la paix et sur la cessation de la guerre, pardon, et de la paix mondiale, qui a été déposée aux Nations Unies. Et dans cette même année toujours, l'éducation à la paix a été créée, puisque la guerre est une mentalité. La guerre commence par l'esprit, et c'est ainsi que la paix aussi, lorsque, comme le président venait de le dire, si la paix est instaurée déjà dans la mentalité des jeunes, lorsque les conflits viendront, ils trouveront des moyens pacifiques pour le faire. C'est pourquoi l'éducation à la paix a été créée. Et dans cette même année-là, en 2014 toujours, il y a eu un conflit aux Philippines qui a duré 40 ans et qui a fait 120 000 morts dans une région du Mindanao qui opposait les chrétiens à la communauté catholique et les musulmans. Et lui a été le parrain de l'activité qui a mené l'accord de paix d'un conflit qui a duré plus de 40 ans. C'est-à-dire que c'est pas un homme qui donne des discours seulement ou qui prêche un message, mais c'est un pragmatique qui, voilà, mise de toutes ses forces et de tous les moyens qui sont présentés à sa portée pour bâtir un monde de paix. Voilà qui est le président Liman X. C'est un monde de paix et nos téléspectateurs ont compris qui est l'humanité et son apport à l'international, puisque vous avez mentionné que les Coréens, mais vous avez parlé aussi des Philippines et d'autres pays, et quand même son engagement au niveau de la RDC. Y a-t-il des actions un peu plus poussées au niveau national qui ont déjà été posées par l'organisation, portées par cette vision de la paix globale, ou pour l'instant on est encore là à essayer de, de trouver des bases et moyens pour adapter la vision aux réalités congolaises? Absolument, puisque, comme je venais de vous le dire, lui, c'est un homme pragmatique. Il n'est pas seulement dans le message, mais il est aussi dans la pratique. Donc, cependant, ici, en RDC, il y a une succursale, comme le président l'a dit, qui a été implantée depuis 2019. Ouais. Et grâce à cette succursale-là, avec la même mentalité et le même flux venu du quartier général qui est en Corée du Sud, ils ont mené des actions qui a porté des fruits aussi. Comme le président l'a dit, c'est un processus déjà qui est en marche, car il y a une loi qui a été déposée déjà au Parlement, à l'Assemblée voilà, nationale, la loi portant sur l'intégration de l'éducation à la paix au système éducatif de la RDC. Ça a été porté par l'honorable député national Célestin Moussao. Et à part cette déposition de la loi pour l'éducation à la paix qui est très primordiale, l'ONG a voilà, euh, lancé une conférence. Je crois que c'était en juin. On était aussi invités. Il a invité tous les partenaires et il y avait certaines autorités comme par exemple le responsable de la cellule qui s'occupe des changements de mentalité. Donc il y a un processus qui est en marche et j'espère que pour les détails plus précis, vous inviterez quelqu'un de chez eux. Mais concrètement, il y a des choses qui se sont faites. Entre autres aussi, il y a des écoles privées qui eux-mêmes, après avoir suivi les différentes conférences d'éducation à la paix, se sont donnés volontaires pour intégrer directement l'éducation à la paix dans leurs écoles. Donc, je pense qu'il y a un avancé majeur par rapport au laps de temps qu'ils ont fait au pays. C'est pourquoi le président nous avait parlé pour que nous puissions prêter main forte à cette organisation-là.
Très chers téléspectateurs, vous le comprenez, que ici nous parlons de pays, nous parlons de l'éducation, de l'avenir et de la jeunesse. Et le message, les réformes entreprises par cette organisation ici au Congo sont palpables et sont déjà réelles. Et nous espérons, nous pensons que l'avenir sera encore meilleur avec ces initiatives qui pourront contribuer efficacement vers une solution de paix durable dans la République démocratique du Congo. Je me tourne rapidement vers le président Samuel. Le partisan et les forces de l'humanité ont vivement réagi à son arrestation récente en Corée du Sud. Comment les membres de votre communauté en RDC ont-ils accueilli cette nouvelle? En tout cas, c'est une, permettez-moi les termes, mais j'aimerais bien employer désolation, en fait. Une désolation, pour nous, tout comme, pour toutes les organisations partenaires, HWPL, les soutenants, le président, Limani. Parce que, étant donné, premièrement, son âge, et ça nous a déploré, en fait. On rappelle Je qu'il a vois 95 ans. exactement. Il a pratiquement 95 ans. Et, il se voit incarcéré sans pour autant être jugé. Et, alors que la loi, en fait, est là, les textes, ainsi que les traités, tout comme les accords internationaux existent. Mais la République, des Corées, dont nous avons beaucoup de respect, c'est quand même donné le luxe d'incarcérer un artisan de paix de sa catégorie et sans aucun procès jusqu'ici. Donc, nous comme toutes les autres, tout comme toutes les autres organisations, avons reçu en fait ces messages avec beaucoup de désolation. Les autorités judiciaires évoquent des questions d'ordre politique, tandis que vous dénoncez, c'est-à-dire à la minute, des poursuites biaisées. Selon vous, assistons-nous à une atteinte à la liberté religieuse ou à un acharnement de son mouvement? Généralement, je crois qu'il y a des griefs en fait qui lui sont reprochés. Mais j'aimerais bien préciser une chose en fait. Nous étant défenseurs des droits humains et artisans de paix, nous ne tenons pas un langage plutôt flippant en fait. Donc, et nous n'avons pas non plus des leçons de morale à donner à la justice coréenne. Mais qu'à cela ne tienne, il nous revient quand même, il nous est reconnu quand même à ce droit-là de défendre surtout les droits fondamentaux, les droits humains. Alors, généralement, la justice coréenne devrait aussi reconnaître qu'il existe la présomption d'innocence. Et jusqu'ici, jusqu'à preuve du contraire, le président Lee Man-hee jouit en fait de cette présomption d'innocence parce que il n'est pas encore jugé, il ne s'est pas encore retrouvé devant son juge naturel et en tout cas, il n'est pas encore je dirais, il n'est pas encore jugé, en fait, pour ne pas faire en sorte que ceux qui nous suivent cherchent des lexiques, des termes juridiques pour comprendre au moins, tout ça, maîtriser notre langage. Nous les épargnons de ça. Mais nous souhaitons, en fait, que la République des Corées, euh, que nous respectons, puisse revenir, en fait, à la raison et mettre en pratique, soit valoriser les textes internes premièrement, et puis les accords ou les traités internationaux ratifiés par elle-même. Que la République de la Corée puisse revenir à la raison. Mais quand même, vous évoquez de nombreuses irrégularités des procédures parce que, rappelons-le, il a été incarcéré depuis les 24 ans. Et je ne me trompe pas, ça fait déjà Pratiquement un mois. plusieurs mois déjà. Et au regard
au regard de règles internationales que vous estimez qui n'a pas été respecté, qu'est-ce que vous pourriez en dire sur ce point-là? Tout ce que nous avons à dire, c'est de pouvoir, tel que je l'ai dit tantôt, d'inviter, en fait, d'appeler au bon sens, ainsi qu'au respect du droit, de la justice coréenne, en fait, parce que nous devons noter que l'incarcération n'est qu'un principe, disons, n'est qu'une exception plutôt. Mais alors que la liberté demeure un principe, parce que tout le monde, la liberté est reconnue pour tout le monde en fait. Alors, sans avoir à être jugé, euh, nous sollicitons de la justice coréenne de reconnaître la présomption, la notion de la présomption d'innocence et de libérer, même d'une manière provisoire, le président Lee Man-hee et jusqu'à ce que son procès sera valablement organisé, qu'il va se retrouver devant son juge naturel et être entendu, parce que jusqu'ici il n'est pas entendu, mais il y a en fait des spéculations, etc. Et il y a aussi, l'on devra aussi tenir compte de son âge, son âge très avancé et déjà incarcéré, quelqu'un de son âge, en tout cas, dérange en fait, dérange les droits fondamentaux. Et du coup, rapidement, je me tourne vers le secrétaire général de l'Union déjà. Euh, le président vient de le dire, incarcérer un homme de son âge, 25 ans, euh, ça viole les règlements internationaux. Et du coup, ma question, j'aimerais savoir pourquoi estimez-vous aujourd'hui que incarcérer un homme ou détenir un homme de 25 ans est justifié ou disproportionné? Merci beaucoup pour cette question qui, je pense, honnêtement, pourrait faire la lumière sur cette situation. Si vous pouvez le reconnaître à travers le ton de ma voix, vous comprendrez que je suis, voilà, très indigné par rapport déjà au fait de savoir qu'il y a un homme âgé de 95 ans, comme on dit 95 ans, qui est incarcéré, détenu provisoirement. Alors, la loi internationale de Mandela, édictée aux Nations Unies sur les personnes âgées, stipule que la détention provisoire ou la détention d'une personne plus âgée devait intervenir en dernier recours. C'est-à-dire que lorsque, voilà, vous voyez, il n'y a plus d'autres options que de Estimez-vous que la justice coréenne n'a pas usé de son dernier recours? Oui, je l'estime puisque le président Lee Man-hee a toujours été coopératif envers la justice coréenne. Je me rappelle le 2 août 2020, il fut accusé que son église, parce que en dehors d'avoir la casquette de artisan de paix, c'est aussi un pasteur, un leader religieux. Alors, on avait accusé son église, ses membres, d'être ceux qui ont propagé le Covid-19 en Corée. Et il y avait des enquêtes qui se faisaient et il avait coopéré totalement avec la justice. Donc, de part de ces liens-là de coopération avec la justice, j'estime que la justice suprême n'a pas usé de toutes ses recours. Est-ce que nous n'assistons pas à une forme de dérive autoritaire de la part soit de la justice coréenne, soit du gouvernement bien de la République du Corée, pour dire. Absolument, absolument. Je dirais du gouvernement, mais plus encore, ça affecte déjà la qualité de la justice, mais encore la réputation de la Corée du Sud, qui jusque-là, nous respections beaucoup et avait une très bonne réputation d'être un pays démocratique. Il y a le ministre de la Justice sud-coréen, M. Jong Song-ho, qui a fait un tweet en disant que une sanction sévère sera inévitable concernant le président Lee Man-hee
et que c'était un faux pasteur. Il a compris son titre sur les réseaux sociaux au vu de tout le monde avec des versets bibliques évoquant Matthieu en disant que c'est un faux prophète. Alors, le président a parlé du principe de la présomption d'innocence. Pensez-vous qu'un homme qui n'est pas encore passé devant son juge naturel, qui juge de son droit de présomption d'innocence, et un ministre de justice civile, fait un tel type, vous pensez que la justice qui sera rendue au tribunal sera toujours juste ou elle serait instrumentalisée? Tout en soulignant que le procureur général est sous les ordres du ministre de la Justice. Merci beaucoup pour ce lumière. Nous avançons lentement mais sûrement déjà vers la fin. Mais avant que je me pose ma toute dernière question, en tout cas, la toute dernière question, j'aimerais vous poser une question, de savoir en fait quelles sont les actions concrètes qui sont menées par l'organisation, par les partenaires également dans différents pays pour porter, pour exiger ou pour réclamer la liberté de l'humanité. Et s'il y a des actions qui sont faites, pourquoi vous avez choisi cette voie-là plutôt que d'autres voies? Merci beaucoup pour la question. Oui, effectivement, il y a des actions qui ont été menées, car je me rappelle, c'était plus d'un mois qu'il est toujours détenu. Nous ne savons pas si le gouvernement sud-coréen s'inquiète, mais nous nous inquiétons pour sa santé, car c'est une personne qui atteint le troisième âge. Alors nous, déjà, ici en RDC, le président avait appelé... Avant que vous ne continuiez, il y a une question qui vient de me noter. Avez-vous des informations sur son état de santé actuellement? Ses conditions de détention sont favorables ou pas? Ça aussi, ça peut compter aussi sur, avez-vous une idée globale où tient la justice coréenne? Pour l'instant, il n'utilise pas. D'accord, je vais répondre à la question posée premièrement et enchaîner avec ces articles. Donc, comme je le disais, le président avait convoqué une fondation aussi partenaire qui œuvre dans la défense des droits de l'homme de ses compétences. Et ensemble, nous avions organisé une assise où nous avons convoqué aussi des juristes, mais encore des avocats et tous les activistes des droits de l'homme. Et on était là dans la salle, nous avons fait une déclaration commune dont nous avons déposé le mémo au Bureau conjoint des Nations Unies des droits de l'homme et ainsi qu'à l'ambassade de la Corée dans le but de non de faire une ingérence dans la justice sud-coréenne, mais de leur rappeler les droits fondamentaux, mais encore les droits humains. Et ailleurs aussi, il y a comme le président qui a aussi déposé une pétition à l'ambassade de la Corée. Ici aussi, il y a des avocats qui ont signé aussi par eux-mêmes une pétition qu'ils ont déposée. Concernant son état de santé, comme je vous l'ai dit, c'est très lamentable car nous n'avons aucune information. Déjà, il a été interdit que tous les membres de son organisation là-bas, puissent lui rendre visite. La visite, avoir accès à lui est restreint. Il n'y a que, je pense, une ou deux personnes qui ont accès et dans ces conditions-là, c'est vraiment très difficile de savoir réellement s'il va bien ou pas, s'il mange ou si il est malade ou pas. Voilà. C'est très difficile. C'est déplorable de pouvoir savoir, de savoir cela. Et je pense que nos très chers téléspectateurs seront de même avis que nous, que la liberté ou l'incarcération plutôt d'un homme âgé devrait répondre aux normes si les juges quand même que ça a été le dernier recours euh, selon la justice coréenne, au moins communiquer son état de santé. Je pense que cette mission pourra aussi euh, compléter le nombre de voix qui plaident pour sa liberté. Et rapidement, vu que vous avez le micro, j'aimerais que vous donniez votre dernier message, votre dernier message. Alors, merci beaucoup.
pour ces dimensionneurs, parce que je pensais que voilà, la question serait orientée vers le président, mais nous parlons tous comme un seul homme. Alors, notre message à nous, pour Fondation Héros, nous lançons un message à la communauté internationale. Nous lançons un message à tous les avocats du monde, à tous les juristes du monde, à tous les artisans de la paix du monde entier et à tous les défenseurs des droits humains du monde entier, afin qu'ils puissent porter la douleur que nous avons dans le cœur et la voix que nous élevons vers la communauté internationale, envie de faire quelque chose concernant le président Limanté, car ce que nous demandons, c'est qu'il y ait un procès équitable, non un procès instrumentalisé par une justice trop zélée, mais un procès équitable en faveur d'une personne atteinte de troisième âge. Voilà tout ce que nous demandons. Nous voulons une justice équitable pour nous. Merci beaucoup. Je pense que nous ne pouvons pas quitter ce plateau sans remettre le micro au président Samuel, qui nous a honoré quand même de sa présence. Président, nous aimerions aussi avoir votre dernier message. C'est vrai que le secrétaire a donné son dernier message, mais j'aimerais quand même que vous complétez. En tout cas, merci beaucoup et nous sommes choyés en fait de passer sur votre plateau. Merci Je beaucoup. suis par vous. Et en somme, nous disons que notre message est clair et il demeure pacifique. Nous ne demandons pas grand-chose. Nous demandons à tout le monde, à tous les artisans de paix, à tous les acteurs euh, des droits de l'homme, des droits humains, et de demeurer sereins et concentrés en fait. Et je ne pouvais pas finir, je ne veux pas clore sans pour autant interpeller encore pour une énième fois la justice coréenne, sud-coréenne, afin que les bons droits soient dits et non que la justice soit instrumentalisée par les politiques. Parce que nous comprenons que généralement, les politiciens n'aiment pas la paix. En plus, ils ne sont pas là pour la paix, en fait. Alors, la justice est l'œuvre d'une nation. Et une nation à la hauteur de la Corée du Sud devra plutôt faire de son mieux pour libérer la personne, soit innocenter la personne, au lieu de l'incarcérer pour pouvoir étancher la soif des politiciens. Ils ont porté la voix pour réclamer la libération de monsieur Lee Man-hee. Et à travers cette émission, le message, nous espérons, vous est parvenu et aussi à tous les membres de la communauté internationale. Vous avez aimé cette émission. N'hésitez pas à vous abonner sur nos plateformes en ligne, de nous suivre sur satellite et de rester connectés sur EduTV. Pour tout le soutien au pour toutes vos contributions au bon fonctionnement de cette chaîne. Vous êtes le bienvenu. Veuillez nous appeler sur le numéro qui s'affiche sur vos écrans. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle édition. Merci beaucoup.